Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi certains réussissent et d'autres non en franc-maçonnerie. On te dit souvent que pour réussir d'ailleurs, il faut être cultivé ou bien recommandé, ou alors même déjà initié quelque part sans le savoir. C'est faux et c'est précisément ce mythe qui fait échouer la majorité des candidats sincères. Car la réussite maçonnique ne repose ni sur le niveau social, ni sur le niveau d'études, ni sur le réseau. Elle repose sur un profil qui est rarement décrit, un profil presque jamais expliqué. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Chaque année, des hommes et des femmes frappent à la porte des loges avec de bonnes intentions, et chaque année, une grande partie d'entre eux disparaît du paysage maçonnique, sans bruit, sans explication. Parfois sans même comprendre ce qui a bloqué. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une injustice, ce n'est pas non plus un complot. La franc-maçonnerie fonctionne selon des règles implicites, des règles humaines avant d'être symboliques, des règles observables mais rarement formulées. Certains profils les incarnent naturellement, d'autres les contredisent sans le savoir. La vraie question n'est donc pas suis-je assez intelligent, mais plutôt ma posture intérieure est-elle compatible avec le travail maçonnique. Dans cette vidéo, nous allons identifier les profils qui réussissent réellement en franc-maçonnerie, pas ceux qui fantasment, pas ceux qui parlent fort, mais ceux qui avancent, ceux qui durent, ceux qui transforment l'épreuve du temps en chemin initiatique. Si tu envisages un jour de frapper à la porte d'une loge, ou si tu veux comprendre pourquoi certains passent quand d'autres stagnent, alors cette vidéo va te concerner directement. À la fin, une seule chose comptera, pas ce que tu sais, mais ce que tu es capable de devenir. Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Si ce contenu t'aide à comprendre ce que la franc-maçonnerie est réellement, alors abonne-toi maintenant. Pas pour soutenir une chaîne, mais pour suivre un chemin structuré. Ici, on ne vend pas du rêve, on remet de l'ordre. Chaque vidéo est pensée pour les profanes exigeants, ceux qui veulent comprendre avant d'agir, et ceux qui refusent les fantasmes faciles. S'abonner, c'est accéder à une lecture claire, c'est éviter des mois d'erreurs silencieuses, c'est gagner du temps, et parfois éviter une porte qui se ferme sans explication. Active aussi la cloche parce que certaines vidéos ne sont pas anodines. Elles répondent à des questions que personne n'ose poser. Elles éclairent des zones volontairement floues, elles donnent des repères et non des certitudes. Si tu découvres la chaîne aujourd'hui, commence par t'inscrire. La suite n'a de sens que dans la durée. La franc-maçonnerie n'est pas un sprint, c'est un processus lent, et ce processus commence toujours par comprendre les règles invisibles. Chaque semaine, nous analysons ce que les loges observent vraiment, les comportements, les postures, les incohérences, mais aussi les qualités discrètes qui font la différence. Tu n'entendras pas ici de révélations sensationnelles, tu trouveras mieux, une méthode, un cadre et une grille de lecture. Alors prends ce réflexe maintenant, like la vidéo si le propos est clair, abonne-toi si tu veux aller plus loin et reste jusqu'au bout, parce que la partie centrale de cette vidéo va peut-être t'éviter l'erreur la plus coûteuse, celle que font presque tous les candidats sans même s'en rendre compte. Observe attentivement ce qui suit car tout le monde écoute mais peu comprennent, et rares appliquent. C'est là que se joue la différence, entre curiosité et engagement, entre désir et constance, entre l'idée d'entrer et la capacité de rester. Respire, continue, le reste arrive maintenant. Partie numéro 1, ce que la franc-maçonnerie ne recrute pas. La première erreur consiste à croire que la franc-maçonnerie recrute des profils. Elle ne recrute pas, elle observe. Aucune loge ne cherche un candidat idéal. Elle cherche une compatibilité, une adéquation entre une personne et un cadre précis. Contrairement à une idée répandue, la franc-maçonnerie ne sélectionne pas sur le diplôme, ni sur la profession, et encore moins sur le statut social. Ces critères peuvent impressionner, ils ne décident de rien. Ce que les loges écartent d'abord, ce sont des postures, des attitudes, des rapports au monde. Le premier profil qui échoue est celui qui veut convaincre, celui qui parle trop, celui qui argumente sans écouter, celui qui cherche à prouver qu'il mérite sa place. La franc-maçonnerie n'est pas un concours, c'est un cadre de transformation. Or, celui qui arrive avec des certitudes pleines ne laisse aucune place au travail. Le second profil qui échoue est celui qui consomme. Il attend un bénéfice rapide, une reconnaissance, un réseau, un avantage symbolique ou social. Ce rapport utilitaire est immédiatement perçu, même lorsqu'il est bien dissimulé, et il entre en contradiction directe avec l'esprit initiatique. Le troisième profil fragilisé est celui qui confond curiosité et engagement. Il est fasciné par les symboles, par les rites, par les secrets, mais il refuse la discipline, la régularité et la durée. La franc-maçonnerie ne s'adresse pas à ceux qui veulent savoir, elle s'adresse à ceux qui acceptent de se transformer lentement. Enfin, le profil le plus problématique est celui qui cherche à être reconnu comme exceptionnel, comme différent, comme éveillé. Là encore, le décalage est total, car en loge, personne ne cherche à briller. Ceux qui durent sont ceux qui acceptent de disparaître symboliquement.
Comprendre cela est fondamental car la réussite maçonnique commence souvent par une capacité à ne pas se mettre en avant, à observer, à attendre, à se taire quand c'est nécessaire. Avant même de parler de qualité, il faut comprendre ce que la franc-maçonnerie ne veut pas voir rentrer, et c'est à partir de ce vide que le reste peut apparaître. Partie numéro 2, ce que les rites observent vraiment. Les rites ne demandent pas la même chose, mais ils observent les mêmes constances humaines, qu'il s'agisse du RE2A, du rite français, du rite d'York ou du régime écossais rectifié. La méthode change mais la posture reste. Le premier critère est la régularité. Être présent, à l'heure, dans la durée, sans chercher d'excuses. La maçonnerie est un travail répété, celui qui disparaît fragilise le collectif, cela se voit et cela s'imprime. Le second critère est l'obéissance au cadre, non pas une soumission, mais une acceptation consciente des règles. Tenue, rituel, temps de parole, silence, celui qui négocie en permanence montre une résistance. Cette résistance freine le travail. Le troisième critère est la capacité à écouter. Écouter sans préparer sa réponse, écouter sans corriger, écouter sans se placer au centre. En loge, la parole circule. Elle n'appartient à personne, celui qui la capte rompt l'équilibre. Le quatrième critère est la constance émotionnelle. Les rites éprouvent, ils bousculent, ils peuvent exposer. Celui qui réagit trop vite révèle une fragilité. Celui qui se ferme révèle une peur. L'équilibre est observé dans le temps. Enfin, les rites observent le rapport au symbole. Pas l'érudition, mais l'humilité. Celui qui impose un sens ferme la porte. Celui qui accepte l'inconfort ouvre alors un espace. Le symbole travaille quand on cesse de le maîtriser. Ces critères ne sont jamais annoncés. Ils sont vécus, partagés, répétés. Ils constituent un langage silencieux. Comprendre ce langage évite de nombreux malentendus. La réussite ne tient donc pas à un rite précis, elle tient à une manière d'être, compatible, stable ou non. Avant de chercher le bon rite, il faut vérifier la bonne posture, c'est là que tout commence, et souvent que tout se joue. Ce discernement évite les erreurs coûteuses et prépare un travail juste, patient, collectif, aligné, durable, respectueux et réellement initiatique dans le temps long maçonnique. Chapitre 3, ce que signifie réellement réussir en loge. Réussir en franc-maçonnerie ne signifie pas progresser en grade, ce n'est pas non plus occuper une fonction ni être visible, encore moins être apprécié de tous. La réussite maçonnique est plus discrète, elle se mesure dans la durée, dans la stabilité, dans la capacité à rester juste, même quand personne ne regarde. Un profil qui réussit est d'abord un profil qui ne brûle pas les étapes. Il accepte le temps long, il accepte de ne pas comprendre tout de suite, il accepte de travailler sans retour immédiat. En loge, le temps est un révélateur. Celui qui veut aller vite révèle une impatience. Celui qui accepte la lenteur révèle une maturité. Cette différence est toujours observée. Réussir, c'est aussi accepter la frustration. Frustration de ne pas parler, frustration de ne pas être reconnu, frustration de ne pas maîtriser. Celui qui supporte cette tension intérieure progresse. Celui qui la rejette se rigidifie. Un autre marqueur de réussite est la capacité à travailler pour le collectif. Sans calcul, sans stratégie, sans attente de retour. Le travail maçonnique n'est pas un projet personnel, c'est une œuvre partagée. Les profils qui réussissent comprennent rapidement cela. Ils servent avant de diriger, ils observent avant de juger, ils intègrent avant de proposer. Enfin, réussir en loge signifie rester aligné. Aligné entre les paroles et les actes, entre le discours profane et la posture maçonnique. Les incohérences se voient toujours, et elles pèsent. La franc-maçonnerie n'exclut pas pour punir, elle écarte ce qui déséquilibre. Ceux qui réussissent sont ceux qui stabilisent, par leur présence, par leur constance, par leur retenue. Comprendre cela change radicalement le regard. La réussite n'est plus un objectif extérieur, elle devient une conséquence intérieure. Et c'est précisément ce glissement qui distingue ceux qui durent de ceux qui disparaissent sans comprendre pourquoi. Chapitre 4, la dimension humaine avant la symbolique. Avant les symboles, il y a des êtres humains. Avant les rituels, il y a des relations. Avant l'initiation, il y a une vie profane déjà en place. Les profils qui réussissent ne compartimentent pas artificiellement. Ils ne jouent pas un rôle en loge. Ils ne portent pas un masque initiatique. Ils prolongent une cohérence. La franc-maçonnerie observe l'homme tel qu'il est, dans sa manière de parler, de se comporter, de gérer les désaccords, de réagir à la contradiction. Un candidat peut reconnaître parfaitement les symboles, mais s'il manque de stabilité humaine, le travail devient impossible, car le temple repose sur des équilibres qui sont fragiles. Des équilibres de parole, des équilibres d'écoute, des équilibres de tempérament. Les profils qui réussissent savent désamorcer. Ils n'enveniment pas, ils n'attaquent pas, ils n'imposent pas, ils ajustent.
Ils comprennent que la loge n'est pas un espace d'affirmation de soi, c'est un espace de régulation, un lieu où l'ego est observé, travaillé, contenu. Autre point essentiel, le rapport à l'autorité. Les profils qui réussissent acceptent une hiérarchie symbolique, sans soumission aveugle et sans rébellion permanente. Ils comprennent que le cadre protège le travail, que le rituel n'est pas négociable et que l'individu ne prime jamais sur l'ensemble. Enfin, ces profils savent gérer la durée relationnelle. Ils ne créent pas des clans, ils ne créent pas d'alliés, ils évitent les tensions inutiles. La réussite passe par une forme de sobriété relationnelle. Être présent sans envahir, être engagé sans dominer, être constant sans rigidité. Cette dimension humaine est rarement expliquée, pourtant elle conditionne tout le reste. Sans cette base, la symbolique devient décorative, alors qu'avec elle, le travail initiatique peut commencer. Et c'est précisément ce socle invisible qui permet à certains profils de traverser les années, là où d'autres s'épuisent en quelques tenues. Partie numéro 5, les qualités silencieuses qui font la différence. Il existe des qualités rarement citées. Elles ne figurent dans aucun texte officiel, elles ne sont jamais demandées explicitement, pourtant elles font toute la différence. La première est la patience active. Pas l'attente passive, mais la capacité à travailler sans résultat immédiat. À revenir, à répéter, à s'ajuster, sans se décourager. Les profils qui réussissent comprennent que le travail maçonnique n'est pas gratifiant à court terme. Il est parfois frustrant, parfois opaque, mais il agit en profondeur. La seconde qualité est la discrétion. Pas le secret ostentatoire, mais la retenue, le refus de se mettre en scène. Celui qui parle trop de sa démarche l'affaiblit, celui qui la garde pour lui la renforce. La troisième qualité est la capacité à douter. Douter de ses certitudes, de ses interprétations, de ses jugements rapides. Le doute n'est pas une faiblesse, c'est un outil de travail. Un autre facteur déterminant est la fidélité. Fidélité au cadre, fidélité aux frères et sœurs, fidélité au travail commencé. Les loges observent ceux qui restent quand l'enthousiasme retombe. Il y a aussi la sobriété intellectuelle. Les profils qui réussissent ne cherchent pas à impressionner. Ils cherchent à comprendre et ils acceptent de ne pas tout maîtriser. Enfin, il y a la capacité à se laisser transformer. Pas à s'améliorer selon ses propres critères, mais à se déplacer intérieurement, à accepter que le travail produise des effets inattendus. Ces qualités ne se déclarent pas, elles se manifestent, dans les gestes, dans le temps, dans la régularité. La franc-maçonnerie ne valide pas des discours, elle observe des trajectoires. Comprendre ces qualités silencieuses permet de se situer honnêtement, non pour se juger, mais pour savoir si l'on est prêt. Car réussir en franc-maçonnerie ne consiste pas à entrer, mais à rester et à travailler longtemps, avec constance et humilité. Alors à ce stade, une chose doit être claire. Les profils qui réussissent ne sont pas meilleurs, ils sont juste mieux préparés. La majorité des échecs ne vient pas d'un manque de sincérité, elle vient d'erreurs invisibles. Des erreurs de posture, des erreurs de timing, des erreurs de lecture. Beaucoup de candidats avancent seuls. Ils lisent ici et là, ils écoutent des témoignages contradictoires, ils interprètent sans cadre et sans le vouloir, ils envoient de mauvais signaux. Une lettre de motivation mal orientée, un contact pris trop tôt, un discours trop chargé, un silence mal compris, chaque détail compte et aucun n'est explicitement corrigé. C'est précisément là que la complexité maçonnique devient un piège. Non pas parce qu'elle est fermée, mais parce qu'elle fonctionne sur des codes implicites, des codes humains, symboliques, administratifs. C'est pour répondre à cette complexité que j'ai conçu le guide du profane moderne, un e-book gratuit, structuré, pensé pour celles et ceux qui veulent avancer lucidement, sans fantasme et sans précipitation. Ce guide te permet de comprendre les étapes réelles, les choix de l'obédience, le bon moment pour écrire, la posture juste lors des échanges, les erreurs à éviter avant même la première enquête. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, j'ai développé une formation complète d'accompagnement, une méthode progressive qui clarifie, qui structure et qui sécurise. Pas pour forcer une entrée, mais pour éviter l'échec silencieux. Si tu veux transformer ton intérêt en démarche cohérente, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Lis, analyse, puis décide en conscience. La franc-maçonnerie n'est pas inaccessible, elle est exigeante et toute exigence mérite une méthode. Chapitre 6, la posture intérieure des profils qui réussissent. Ce qui distingue réellement les profils qui réussissent ne se voit pas immédiatement. Ce n'est ni un discours, ni une attitude extérieure, c'est une posture intérieure. Les profils qui réussissent ne cherchent pas à combler un vide, ils ne viennent pas réparer une blessure, ils ne viennent pas chercher une identité de substitution. Ils arrivent avec une stabilité minimale, pas une perfection, mais une capacité à se tenir debout intérieurement. La franc-maçonnerie n'est pas un refuge, c'est un amplificateur.
Elle renforce ce qui est déjà là, elle ne compense rien. Les profils fragiles espèrent inconsciemment être soutenus, reconstruits, valorisés, mais le travail initiatique n'a pas cette fonction. Ceux qui réussissent l'ont compris avant d'entrer. Ils ne demandent pas à la loge de les porter, ils se rendent disponibles pour le travail. Autre point fondamental, le rapport à l'ego. Les profils qui réussissent savent qu'ils ont un ego, ils ne le nient pas, ils ne le glorifient pas. Ils acceptent de le voir mis en tension, mis à l'épreuve, parfois humilié symboliquement. Cette capacité à supporter l'inconfort intérieur est déterminante. Elle permet de traverser les moments de doute, les incompréhensions, les silences prolongés. Les profils qui échouent veulent être rassurés, confirmés, reconnaissables. Les profils qui réussissent acceptent de ne pas savoir où ils vont exactement. Ils avancent sans garantie, sans promesse de résultat. Ils comprennent que l'initiation n'est pas une récompense mais une exposition, à soi-même, aux autres et au cadre. Cette posture intérieure crée une solidité, discrète mais perceptible. Les loges n'analysent pas les intentions déclarées, elles ressentent la stabilité ou l'instabilité. C'est souvent là que tout se décide, avant les mots, avant les symboles, avant même la première porte franchie. La réussite commence donc bien avant l'initiation, elle commence dans la manière d'habiter son propre silence. Chapitre 7, le rapport au silence et au temps. Le silence est l'une des premières épreuves. Il n'est pas décoratif, il est structurant. Les profils qui réussissent comprennent que le silence n'est pas un manque, c'est un espace de travail, un temps d'observation, un temps d'intégration. Ils ne cherchent pas à le remplir, ils ne le vivent pas comme une sanction, ils l'habitent. Beaucoup de candidats échouent ici. Ils interprètent le silence comme un rejet, comme une indifférence, comme une mise à distance personnelle. Ils réagissent, ils relancent, ils s'impatientent, ils parlent trop tôt. Les profils qui réussissent font l'inverse, ils laissent le temps agir. Ils comprennent que la temporalité maçonnique n'est pas profane. En franc-maçonnerie, le temps n'est pas optimisé. Il est éprouvé, étendu, parfois même inconfortable. Celui qui supporte cette lenteur montre une maturité. Celui qui la conteste révèle une tension. Le silence sert aussi à observer le rapport à soi, sans miroir immédiat, sans validation extérieure. Les profils qui réussissent savent rester seuls avec leurs questions. Ils ne cherchent pas des réponses rapides, ils acceptent les zones grises. Ce rapport au temps est fondamental, car l'initiation ne commence jamais quand on le décide. Elle commence quand le cadre l'autorise. Ceux qui réussissent ne forcent pas les étapes, ils ne demandent pas quand, ils demandent comment être juste. Ils savent que chaque précipitation laisse une trace, et que chaque patience construit une base. Le silence est donc un filtre, invisible mais redoutablement efficace. Il distingue ceux qui veulent entrer de ceux qui sont capables de rester. Dans ce temps suspendu, quelque chose se révèle, la capacité à tenir, à ne pas combler, à ne pas contrôler. Et c'est souvent là, dans ce vide apparent, que les profils qui réussiront commencent réellement leur travail. Partie 8, la gestion de l'ego dans le cadre initiatique. L'ego n'est pas un défaut, il devient un problème quand il dirige. Les profils qui réussissent ne cherchent pas à supprimer l'ego, ils apprennent à le contenir, à l'observer, à ne pas lui obéir immédiatement. En loge, l'ego est sollicité en permanence, par la frustration, par la comparaison, par le regard des autres. Celui qui cherche à exister trop vite se trahit, celui qui cherche à convaincre se fatigue, celui qui cherche à être reconnu se met en tension. Les profils qui réussissent acceptent d'être ordinaires, ils n'ont pas besoin d'être remarqués, ils savent que le travail agit même sans visibilité. Cette discrétion n'est pas une stratégie, c'est une sécurité intérieure. Autre point clé, la capacité à recevoir une contradiction, sans se justifier, sans se défendre, sans attaquer. L'ego réagit, la posture initiatique observe. Les profils qui échouent confondent souvent dignité et rigidité. Ils vivent toute remarque comme une remise en cause personnelle. Ils se ferment ou ils contre-attaquent. Les profils qui réussissent font l'inverse. Ils écoutent, ils laissent décanter, ils transforment l'attention en matière de travail. Ce rapport à l'ego conditionne la durée, car l'ego s'épuise vite, alors que la posture intérieure se renforce. Les rites sont conçus pour cela, pas pour humilier mais pour révéler. Celui qui accepte cette mise à nu symbolique progresse, celui qui la refuse se crispe. La réussite maçonnique n'est donc jamais spectaculaire, elle est silencieuse, progressive et souvent invisible de l'extérieur. Mais elle se reconnaît à un signe, la capacité à rester stable quand l'ego est sollicité, quand la reconnaissance tarde, quand le sens échappe. À ce stade, une chose devient claire. Les profils qui réussissent ne sont pas ceux qui veulent briller, ce sont ceux qui acceptent de s'effacer pour travailler. Et cette capacité est rare. Elle est l'un des marqueurs les plus fiables de la réussite en franc-maçonnerie.
Chapitre 9, la cohérence entre parole et acte. La franc-maçonnerie écoute moins ce qui est dit que ce qui est vécu. Les profils qui réussissent comprennent très vite une chose, tout est observé. Pas de manière intrusive, mais dans la durée. Les discours brillants impressionnent peu, les postures constantes marquent profondément. Un candidat peut tenir un propos irréprochable, s'il agit à l'inverse, le décalage apparaît toujours. Les loges sont des lieux de mémoire, elles se souviennent des comportements, des réactions, des absences, des incohérences. Les profils qui réussissent alignent, ils disent peu, ils font juste. Ils ne promettent pas, ils assument, ils ne revendiquent pas, ils incarnent. Cette cohérence est un facteur de confiance majeur, elle rassure, elle stabilise, elle crée un climat de travail serein. A l'inverse, les profils qui échouent parlent souvent mieux qu'ils n'agissent. Ils expliquent, ils justifient, ils rationalisent. Mais le travail initiatique ne se nourrit pas de justification, il se nourrit d'actes répétés, simples et sobres. Autre élément déterminant, la capacité à reconnaître une erreur, sans détour, sans mise en scène. Les profils qui réussissent savent dire « je me suis trompé », puis ils corrigent. Ceux qui échouent cherchent à sauver une image, ils préfèrent avoir raison que progresser. En franc-maçonnerie, la parole engage, mais l'acte engage encore davantage. Cette cohérence crée une crédibilité silencieuse, elle ne se proclame pas, elle se constate. Dans le temps long, elle devient un socle, un repère pour les autres, un appui pour le travail collectif. La réussite maçonnique repose en grande partie sur cette stabilité, être le même avant, pendant et après la tenue, sans double discours et sans posture artificielle. Quand parole et acte convergent, le travail devient possible. Quand ils divergent, le cadre résiste. Et cette résistance n'est jamais violente, elle est simplement sélective. C'est souvent ici que se fait la différence durable. Chapitre 10, le regard silencieux des frères. En franc-maçonnerie, l'évaluation est permanente, mais elle n'est jamais formulée comme telle. Les profils qui réussissent comprennent que le regard des frères n'est pas un jugement, c'est une observation continue, calme, collective. Chaque tenue ajoute une couche, chaque interaction laisse une trace, chaque absence aussi. Les frères ne cherchent pas à piéger, ils cherchent à vérifier une compatibilité dans le temps et dans la répétition. Les profils qui échouent pensent souvent qu'un moment décisif existe, un entretien, une prise de parole ou une impression finale. C'est faux, tout compte, tout le temps. Le regard maçonnique est global, il ne se focalise pas sur un acte isolé, il observe une trajectoire. Les profils qui réussissent l'intègrent, ils ne cherchent pas à produire un effet ponctuel, ils installent une présence fiable. Ils savent que la confiance ne se demande pas, elle se construit lentement. Autre point essentiel, la capacité à rester juste quand personne ne valide, quand aucune reconnaissance ne vient. Les profils qui réussissent ne changent pas de posture selon l'audience, ils restent constants avec les anciens, avec les nouveaux. Cette constance crée une lisibilité, elle rassure le collectif. Les profils fragiles adaptent leur discours. Ils cherchent à plaire, ils modulent, ils calculent, mais ce calcul est perçu à chaque fois. Le regard des frères détecte très vite les variations, non par suspicion mais par expérience. En loge, beaucoup ont déjà vu passer des profils prometteurs, puis instables et puis absents. Les profils qui réussissent font l'inverse, ils ne surprennent pas, ils confirment, tenue après tenue, année après année. Ce regard silencieux n'est pas pesant, il est structurant. Quand il reconnaît une stabilité, le travail s'approfondit naturellement. Quand il perçoit une incohérence persistante, le cadre se ferme sans conflit et sans explication. Comprendre ce regard évite bien des incompréhensions car la réussite maçonnique n'est jamais décrétée. Elle est reconnue progressivement et toujours dans le silence. Partie 11, rester quand l'enthousiasme retombe. L'enthousiasme initial est trompeur. Il porte, il motive, mais il ne dure pas. Les profils qui réussissent le savent, ils ne confondent pas élan et engagement. Après quelques mois, la routine s'installe, les symboles résistent, les réponses tardent et la magie retombe. C'est là que tout se joue. Les profils qui échouent interprètent ce creux comme un signe. Ils doutent du cadre, du rite, des frères. Ils se disent que ce n'est pas pour eux ou alors qu'on leur en donne pas assez. Les profils qui réussissent font l'inverse. Ils restent, ils travaillent, même sans stimulation immédiate. Ils comprennent que l'initiation commence souvent quand l'excitation disparaît, quand il n'y a plus à attendre. Le travail maçonnique est alors dépouillé, sans projection, sans fantasme, sans promesse. Cette phrase est décisive, elle filtre naturellement. Ceux qui ne cherchaient qu'une expérience s'en vont, ceux qui cherchaient un chemin continuent. Rester ne signifie pas subir, cela signifie consentir au temps long. Les profils qui réussissent acceptent de traverser des phases sèches, des périodes sans éclairage, sans avancée visible. Ils savent que le travail agit en profondeur, mais que rien ne semble bouger en apparence. Cette endurance discrète est rare, mais elle est immédiatement perceptible.
Les frères observent qui revient, qui s'implique encore et qui tient sans être porté. Cette fidélité dans le creux est un signal fort, plus fort que n'importe quel discours. Elle montre une capacité à travailler pour le travail lui-même, sans gratification. À ce stade, la franc-maçonnerie cesse d'être une attente, elle devient une pratique. Et c'est souvent là que les profils qui réussiront vraiment se distinguent définitivement. Non parce qu'ils comprennent, mais parce qu'ils acceptent de traverser. Rester quand l'enthousiasme retombe est l'un des critères les plus fiables de la réussite maçonnique sur le long terme. Partie 12, le rapport au collectif et à la place juste. Alors vous le savez, la franc-maçonnerie n'est pas un parcours solitaire, même si le travail est intérieur. Les profils qui réussissent comprennent rapidement leur place. Ils ne la revendiquent pas, mais ils l'occupent naturellement. Ils ne cherchent pas à être au centre, ils ne cherchent pas à être en retrait non plus, ils trouvent un équilibre. En loge, chaque déséquilibre se ressent. Celui qui prend trop de place fatigue, celui qui se retire affaiblit. Les profils qui réussissent ajustent, ils sentent quand parler, quand se taire, quand soutenir. Cette intelligence collective ne s'apprend pas dans les livres, elle se développe par l'observation, par l'écoute et par l'humilité. Autre point essentiel, le rapport aux fonctions. Les profils qui réussissent ne les convoitent pas, ils les acceptent quand elles viennent. Ils comprennent que la fonction n'est pas une promotion, c'est une charge, un service. Ceux qui recherchent la fonction cherchent souvent la reconnaissance. Ceux qui la reçoivent sans l'avoir demandé inspirent la confiance. Le collectif repère très vite ces différences, sans les nommer, sans les expliquer. Les profils qui réussissent ne travaillent pas contre les autres, ils travaillent avec, même dans le désaccord. Ils savent que la loge est un espace de diversité, de sensibilité et de tempérament. Ils ne cherchent pas à uniformiser, ils régulent. Cette capacité à être juste dans le collectif est déterminante. Elle conditionne la fluidité des travaux, la qualité des échanges, la stabilité du groupe. Les profils fragiles personnalisent trop. Ils prennent les tensions pour eux, ils se sentent visés. Les profils qui réussissent comprennent que le collectif dépasse l'individu, que les tensions font partie du travail. Ils ne les fuient pas, ils n'attaquent pas, mais ils tiennent. Cette posture collective est l'un des critères les plus observés car une loge ne peut fonctionner que si chacun accepte de ne pas être central. Réussir, ici encore, c'est savoir occuper une place juste, ni plus, ni moins. Et cette justesse, une fois installée, ouvre naturellement la voie à un travail plus profond. Partie 13, la capacité à être transformé sans résister. Il existe une différence majeure entre évoluer et se transformer. Évoluer rassure, se transformer déstabilise. Les profils qui réussissent acceptent cette déstabilisation. Ils ne cherchent pas à rester identiques. Ils ne fichent pas leur identité. La franc-maçonnerie agit par déplacements successifs, subtils, progressifs, parfois inconfortables. Les profils fragiles résistent. Ils intellectualisent, ils expliquent, ils neutralisent l'effet du travail. Les profils qui réussissent laissent agir, même quand cela dérange, même quand cela bouscule des repères anciens. Cette capacité à ne pas se défendre immédiatement est cruciale, elle permet au symbole d'opérer, au rituel de travailler. La transformation n'est jamais spectaculaire, elle est lente, silencieuse, souvent invisible pour soi-même, mais elle se manifeste dans les actes, dans le regard, dans la manière d'être au monde. Les profils qui réussissent n'essaient pas de contrôler ce processus, ils lui font une place. Ils comprennent que l'initiation n'est pas un savoir supplémentaire, c'est une modification intérieure. Ceux qui cherchent à rester identiques utilisent le symbole comme décor. Ceux qui acceptent d'être déplacés utilisent le symbole comme outil. Cette différence est fondamentale, elle est immédiatement perceptible par le collectif. Les profils qui réussissent ne disent pas « je suis transformé », ils vivent différemment. Ils deviennent plus stables, plus mesurés, moins réactifs. Ils n'effacent pas leurs aspérités, ils les travaillent. Cette transformation progressive est l'un des marqueurs les plus sûrs de la réussite maçonnique, car elle ne dépend ni du grade, ni de la fonction, ni de la reconnaissance. Elle dépend d'un choix intérieur répété, celui de ne pas résister inutilement, de ne pas se protéger à tout prix. Accepter d'être transformé, c'est accepter de ne plus être exactement celui qui est entré. Et seuls ceux qui consentent à cette perte relative peuvent réellement durer en franc-maçonnerie. Alors pour conclure, si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, ce serait celle-ci. La franc-maçonnerie ne sélectionne pas les talents, elle révèle des dispositions. Les profils qui réussissent n'arrivent pas avec une réponse, ils arrivent avec une disponibilité. Ils ne cherchent pas à être choisis, ils cherchent à être justes. Ils ont compris que la réussite maçonnique n'est jamais spectaculaire. Elle est lente, discrète, presque invisible de l'extérieur.
Ils acceptent le silence, ils acceptent le temps, la frustration, et ils acceptent de ne pas maîtriser. Ils ne se demandent pas ce que la franc-maçonnerie peut leur apporter, ils se demandent ce qu'ils sont capables d'y déposer. Cette inversion change tout. Ce ne sont pas des profils parfaits, ce sont des profils ajustables. Ils ne fuient pas l'inconfort, ils l'utilisent comme matière de travail. Ils ne confondent pas curiosité et engagement, ils ne confondent pas savoir et transformation, ils ne confondent pas reconnaissance et progression. Surtout, ils ont compris que rester est plus difficile qu'entrer, et que durer est plus exigeant que séduire. Si tu te reconnais partiellement dans ce qui a été décrit, ce n'est ni une garantie ni un verdict, c'est une invitation à l'honnêteté intérieure, car la franc-maçonnerie ne ferme pas ses portes arbitrairement, elle les laisse ouvertes à ceux qui peuvent habiter le cadre. La vraie question n'est donc jamais « suis-je fait pour la franc-maçonnerie » mais plutôt « suis-je prêt à être travaillé par elle ?» Cette nuance est décisive, et elle explique pourquoi certains avancent sans bruit, là où d'autres s'épuisent à vouloir comprendre trop vite. Dans la prochaine vidéo, nous irons plus loin et nous analyserons les erreurs invisibles qui font échouer les candidats sincères, même quand tout semble bien engagé. Cette vidéo est essentielle si tu engages une démarche concrète. Elle complète directement ce que nous venons de voir et elle t'évitera des mois d'incompréhension. Le lien est déjà sur la chaîne et il devrait s'afficher dans un des coins de ton écran à la fin de cette vidéo. Continue le chemin, le travail commence maintenant. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt.